dire quelques mots sur les définitions, parce que des mots sont utilisés de façon un peu rapide et souvent inadaptés. L'étiologie, ce n'est pas la cause, c'est la recherche de la cause, chacun sait. La prédisposition, ce n'est pas non plus la cause, c'est une situation qui favorise la survenue d'une maladie, mais qui n'est pas obligatoire, heureusement. Il en est de même pour le risque. Le risque, qu'il s'agit d'un risque génétique ou d'un risque environnemental, c'est simplement une possibilité de survenue accrue par rapport à la population. Et je veux dire que j'ai été beaucoup choqué, si je reprends l'exemple du glaucome, d'entendre des ophtalmologistes, je ne sais pas si José Sahel est dans la salle, dire par exemple que l'hypertension oculaire est un facteur de risque du glaucome, alors que le traitement, l'abaissement de la tension oculaire arrête la progression de la maladie complètement. Alors je veux bien que l'on admette que l'hypertension oculaire n'est qu'un chaînon pathogénique dans la physiopathologie de la maladie, mais dire que ce n'est pas associé à la cause, c'est un facteur de risque, là je trouve qu'il y a d'une certaine façon un contresens. Le terme de pathogénie est d'ailleurs souvent confondu avec la cause. Il faut bien distinguer les mécanismes de la cause. Les mécanismes, on arrive à les trouver dans beaucoup de maladies, mais la cause est beaucoup plus incertaine. Si je prends l'exemple du diabète, dont je vais parler dans un instant, eh bien, on connaît relativement bien la pathogénie, la physiopathologie, comme on dit. La cause reste mystérieuse. Alors, comment se présentent les choses dans la pratique pour ces maladies où la cause n'est pas évidente? Il y a des cas qui ne sont pas simples et qui rappellent des situations connues. C'est la sommation de plusieurs facteurs. Et là, je pense, par analogie, aux accidents d'avion. Chacun se souvient, par exemple, de l'accident Lyon-Strasbourg, où malheureusement disparu un de nos collègues qu'on connaît bien. Eh bien, il a été dit, bon, je ne suis pas un spécialiste, il a été dit que l'accident était dû à la coexistence de plusieurs causes ou facteurs de risque. Aucun de ces facteurs n'aurait suffi, ou même 2 ou 3 de ces facteurs associés n'auraient suffi à provoquer l'accident. C'est l'ensemble de tous ces facteurs qui est intervenu. Alors, on a un peu l'équivalent chez l'homme. Si vous prenez une maladie comme la maladie cœliaque, il y a un terrain particulier, mais ce terrain ne conduit à la maladie que si le sujet ingère du gluten. Le gluten en soi n'a rien de toxique. Quelqu'un qui n'a pas la prédisposition ou le terrain de la maladie cœliaque peut manger autant de gluten qu'il veut, il n'arrivera à rien. Donc il y a coexisté, et c'est vrai pour beaucoup de facteurs de l'environnement. Le plus souvent, la situation est encore plus compliquée parce que ce n'est pas 2 ou 3 facteurs, mais un ensemble de facteurs. On parlait à l'instant de maladies multifactorielles, et c'est tout le problème que je voudrais maintenant discuter. Qui dit multifactoriel dit souvent polygénique et lié à l'environnement. Alors la génétique, bien sûr, a fait des progrès extraordinaires, en particulier pour les maladies monogéniques. C'est beaucoup plus subtil pour les maladies polygéniques. Nous allons le revoir dans un instant, en particulier pour le diabète. Il peut s'agir, bien sûr, de séquence anormale, d'une mutation dans le génome issu des parents, et ça donne lieu à des maladies héréditaires, avec d'ailleurs la notion qui échappe à certains, c'est que l'hérédité, hormis ces cas vraiment caricaturaux, n'est pas toujours aussi simple à saisir. Dans les maladies polygéniques, il y a parfois une hérédité, je vous le verrai pour le diabète, mais dans d'autres cas, le facteur génétique existe, mais est tellement dilué dans d'autres éléments, d'autres facteurs prédisposant à la maladie, qu'on ne voit plus l'hérédité au sein d'une famille, dans une maladie qui a pourtant un facteur génétique important. S'agissant du génome, je voudrais signaler quelque chose, parce que ça nous intéresse particulièrement au laboratoire actuellement, nous travaillons sur ce sujet, c'est ce que l'on appelle la dérive génétique. Surtout dans les espèces animales, mais il existe l'équivalent chez l'homme. Il y a par exemple des variants qui apparaissent chez des jumeaux monozygotes, qui sont différents selon les 2 jumeaux, qui apparaissent bien sûr au tout premier stade du développement. Et nous savons que cette dérive génétique conduit à des différences de phénotype. Et nous travaillons actuellement sur 2 sous-lignées de souris de la même souche initiale et qui ont montré une dérive génétique que nous étudions, et nous étudions le mécanisme d'action sur le phénotype. Il y a l'épigénome, l'épigénétique, qui est un autre niveau d'intervention qui peut modifier la cause d'une maladie ou son expression. Et c'est intéressant parce que l'environnement peut apporter des modifications épigénétiques indépendantes des séquences de l'ADN. C'est compliqué parce qu'en plus, il peut y avoir une transmission transgénérationnelle. Nous l'avons discuté au cours d'un colloque
à la fin de l'année dernière. Et puis, il y a le métagénome. Et là, je voudrais dire quelques mots parce que là, nous sommes en plein dans le problème de la causalité. Parce que le métagénome est celui, avant tout, des microbiotes intestinales. Il y a des métagénomes qui commencent à être étudiés dans d'autres parties du corps, mais c'est au niveau de l'intestin, surtout que ça a été fait. Et on a trouvé une association, une corrélation entre une réduction de la diversité du microbiote intestinal et la présence de certaines maladies, obésité, diabète de type 2, maladies auto-immunes et allergiques. De là est arrivée l'idée que c'était ça la cause, un facteur prédisposant à ces maladies. Il n'y a rien éprouvé pour cela. Dans les 2 sous-lignées de souris dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il y a des différences de microbiote intestinal. Lorsqu'on fait des transferts, ce qu'on appelle les transplantations fécales d'une sous-lignée à l'autre, on transfère la différence de microbiote. Autrement dit, les microbiotes, on transfère la composition du microbiote de la souris donneuse. Néanmoins, on ne modifie pas le phénotype. Tout laisse penser que dans certains cas au moins, et c'est vrai pour obésité et alimentation, la réduction, la diversité du microbiote peut être secondaire à la maladie, à l'inflammation en particulier, plutôt que le contraire. Vous voyez que là aussi, il y a un vrai sujet. Alors l'environnement, je serai bref parce que je reviendrai tout à l'heure dans le cas d'exemple que j'ai choisi. L'environnement, il faut bien distinguer l'environnement des écologistes ou des écologues, comme souhaitent s'appeler nos confrères, ici présents peut-être. L'environnement des écologistes, c'est surtout le contexte physique, chimique, climatique. Pour le généticien, c'est un peu différent. Il y a bien d'autres niveaux d'environnement. Il y a le comportement, l'alimentation, l'utilisation de tabac, d'alcool, les relations personnelles avec d'autres individus, le comportement, l'éducation, la culture. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais bien sûr très important, et c'est le rôle des épidémiologistes que d'essayer de trouver ce qui vraiment est solide et robuste au-delà de tout ce qu'on dit, avec en particulier cette fascination pour la chronologie, sur laquelle je pense d'autres reviendront au cours de cette journée. Voilà donc comment se situe le problème de ces maladies complexes.